Hello mes BF, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, sache que je suis la douce Florence. Alors, je te propose 3 vidéos par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et pendant ces 3 vidéos, je parle de développement personnel, je parle de recettes culinaires et je parle également de mon quotidien, de mes lectures. Bref, sur ma chaîne YouTube, que tu sois un homme ou une femme, tu peux te retrouver sans souci. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de ma lecture que j'ai faite sur le développement financier. Aujourd'hui, je vais partager avec toi le livre de Gary Chapman. C'est bien évidemment l'édition cadeau du best-seller international que je voudrais partager avec toi. Avant de continuer mes BF, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu sois en informé. Dans mes BF, aujourd'hui, nous partageons l'ouvrage de Gary Chapman intitulé « Au cœur des 5 langages de l'amour, le secret des couples qui durent ». Il faut savoir que cet ouvrage, mes BF, vous pouvez l'offrir en cadeau, cette édition du best-seller international qui parle des 5 langages de l'amour, l'ouvrage qui a été vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Donc, il faut savoir que justement, ça a aidé beaucoup de couples qui étaient en situation de rupture, en situation de divorce. Donc, Gary Chapman ici fait un épilogue ici en disant qu'après quelques mois ou années de vie à deux, il nous indique généralement qu'il est difficile de continuer à s'aimer comme au premier jour. Pour vous aimer toute votre vie, il est très important que vous appreniez à exprimer votre amour dans un langage que l'autre doit comprendre et à écouter quand il vous dit sa façon d'aimer. Vous savez, mes BF, chaque fois que nous sommes en couple avec quelqu'un, nous avons tendance toujours à penser que la façon dont nous aimons, c'est la même façon dont l'autre doit forcément nous aimer. Alors, mes BF, à travers cet ouvrage, nous allons passer 1 heure de lecture. Oui, mes BF, 1 heure de lecture pour comprendre les grands principes de ce livre qui a changé la vie de millions de couples. Cet ouvrage, mes BF, en mini-format, vous pouvez les retrouver dans des librairies. Vous pouvez commander également sur Amazon. Vraiment, le livre est à disposition. Vous avez le grand format, vous avez le mini-format. Alors, la lecture ici va se dérouler en 7 points. Le premier point, ça sera rester amoureux après le mariage. Vous savez, généralement, lorsqu'on se marie, on a tendance à se négliger, on a tendance à laisser la monotonie entrer. Alors, ça sera l'occasion pour nous de voir comment rester amoureux après plusieurs années de mariage. Le deuxième point ici, les points qui vont arriver, ça sera un peu la description des 5 langages de l'amour. Alors, deuxième chapitre ici, on va parler du premier langage d'amour qui sera axé sur les paroles valorisantes. Le deuxième langage ici, ça sera les moments de qualité. Troisième langage, les cadeaux. Quatrième langage, les services rendus. Et le 5e langage ici, ça sera le toucher personnel. Il faut savoir qu'à travers cette lecture, j'espère que vous allez pouvoir détecter votre langage d'amour, que vous allez pouvoir détecter le langage d'amour de votre conjoint et que cela vous permettra de mettre en pratique pour pouvoir voir votre amour perdurer,
pour pouvoir voir votre amour durer. Dans le chapitre 7, nous allons voir comment découvrir l'amour qui dure. Ça sera l'occasion pour nous de nous poser la question, comment faire pour faire durer l'amour? Quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour pouvoir faire durer l'amour? Mais bien, vous voyez donc que cet ouvrage ici est vraiment un ouvrage très intéressant que je vous invite vraiment à vous procurer, qui va vous permettre vraiment de nourrir votre amour, de nourrir vraiment votre amour. Et comme je l'ai dit en introduction, pour des gens qui sont déjà en couple ici, ça sera l'occasion pour vous de raviver la flamme du mariage. Ça sera l'occasion pour vous de réapprendre à aimer votre partenaire. Alors mes BF, je vous invite vraiment à rester scotché pendant ces 1 heure de lecture, de rester attentif pendant ces 1 heure de lecture, de prendre des notes, de méditer sur cela, de partager avec votre conjoint, votre copain ou votre mari, en discuter. Voilà la nouvelle année qui commence. Peut-être serait-il intéressant, mes BF, de voir ce qui serait bon pour pratiquer pour votre couple. Donc, mes BF, cet ouvrage est une invitation à un développement sentimental. N'oubliez pas, dans mon ancienne vidéo, je vous expliquais que le développement personnel ne se situe pas seulement au niveau des émotions. Il peut aussi se situer au niveau du développement financier. Et voilà. Donc, qui dit émotion ici parle de peur, parle de tristesse, parle de colère, parle de beaucoup de choses. Et généralement, lorsque nous ne nous sentons pas bien dans notre peau, lorsque nous ne nous sentons pas en confiance, alors nous devenons une autre personne. Et généralement, nous cherchons l'amour dans le regard de l'autre. Nous pensons que les autres comprennent facilement ce dont nous avons besoin. Nous nous identifions aux autres sans toutefois savoir que l'autre n'est pas moi, sans toutefois savoir que l'autre ne peut pas forcément entrer dans mon esprit pour pouvoir imaginer ce que j'ai déjà dans ma tête. Donc, vraiment, mes BF, ces 5 langages de l'amour vont nous permettre de mieux nous connaître, de mieux cerner l'autre et surtout de nourrir notre désir, de nourrir notre amour, de fortifier la flamme et pousser ceux qui sont mariés d'éviter peut-être la monotonie. Ça va nous permettre aussi de mieux recentrer nos émotions. Ça va nous permettre aussi de regarder l'autre, pas seulement avec mon regard à moi, mais de l'accepter comme il est. De se dire que l'autre n'est pas forcément moi et que l'autre peut avoir des attitudes que peut-être je dois apprendre à vivre avec, je dois apprendre à le comprendre, je dois apprendre à me dire que l'autre, ce n'est pas moi. Donc, dans cet ouvrage de Gary Chapman, Au cœur des 5 langages de l'amour, à vous qui écoutez cette vidéo, vous aurez nécessairement le secret des couples qui durent. Donc, mes BF, à toi qui me regardes, veux-tu connaître le secret de ceux qui durent? Si c'est le cas, alors nous allons vraiment le découvrir ensemble. Nous allons vraiment, pendant toute cette heure, comprendre ce qui fait en sorte que d'autres couples durent plus longtemps que d'autres. Qu'est-ce qui va me permettre de nourrir mon foyer? Qu'est-ce qui va me permettre de nourrir mon amour? Qu'est-ce qui va me donner cette force et ce courage et cette sensation de pouvoir être à l'aise dans mon couple? Je suis convaincue que mes BF, cette lecture que nous allons partager ensemble sera l'occasion pour nous de nous apprendre à parler, de nous apprendre à avoir un vocabulaire de l'amour, de nous apprendre à avoir une attitude de l'amour
et de nous apprendre surtout à comprendre l'autre, à nous apprendre vraiment à regarder l'autre avec des yeux d'amour en se disant « Tu es mon amour, tu es mon bébé ». Alors sans plus tarder mes BF, nous allons tranquillement commencer la lecture de notre ouvrage. Ne l'oubliez pas, la première partie de ce chapitre étant intitulée « Rester amoureux après le mariage ». Oui, mes BF, c'est possible de rester amoureux après le mariage. Si tu n'es pas encore marié et que tu écoutes cette vidéo, sache également que tu peux prendre des notes pour ce qui t'intéresse en tant que célibataire. Mais si toi tu es marié, comment faire pour rester amoureux après le mariage? On se dit tout de suite pour commencer cette écoute de comment rester amoureux. Premier chapitre, rester amoureux après le mariage. Comment expliquer que si peu de couples aient trouvé le secret pour entretenir la flamme après le mariage? Comment un couple peut-il assister à un séminaire de communication, se nourrir d'idées intéressantes sur la façon d'améliorer sa relation, puis rentrer à la maison et se trouver totalement incapable d'appliquer les conseils qu'il vient d'entendre? L'objectif de ce livre et de cette vidéo est de trouver la réponse à ces questions. Cela ne signifie pas que les livres et les articles déjà publiés à ce sujet soient inutiles. Non, le problème vient du fait que nous avons négligé une vérité fondamentale. Tout le monde ne parle pas le même langage de l'amour. C'est ce que je vous disais en introduction, mes BF. Chacun de nous, nous avons un langage d'amour. Nous apprenons en grandissant la langue de nos parents, notre langue maternelle. Plus tard, nous pouvons apprendre d'autres langues. Mais cela demande en général plus d'efforts. Les différences linguistiques font partie intégrante de la culture humaine. Il en va de même pour l'amour. Votre langage de l'amour et celui de votre conjoint peuvent être aussi éloignés que le chinois l'est du français. Vous aurez beau essayer d'exprimer votre amour en français, si votre moitié ne parle que le chinois, vous ne réussirez jamais à partager vos sentiments. La sincérité ne suffit pas, mes BF. Nous devons être prêts à apprendre le langage de notre conjoint pour bien communiquer. C'est ce que je disais en introduction, mes BF. Il est très important d'apprendre le langage de son conjoint, d'apprendre le langage de sa conjointe pour pouvoir mieux communiquer dans notre foyer. Cela fait 30 ans que M. Gary Chapman le dit dans son livre, que j'exerce en tant que conseiller conjugal et j'ai identifié 5 langages affectifs, c'est-à-dire 5 façons dont les gens parlent et comprennent l'amour. Toutefois, il peut y avoir de nombreux dialectes au sein même de ces 5 langages. L'important est de parler la langue émotionnelle de l'autre. Une fois que vous aurez discerné le langage d'amour de votre conjoint et que vous aurez appris à le parler, je suis convaincue que votre
que vous découvrirez la clé d'un mariage durable et plein d'amour. Il n'y a pas de raison que l'amour s'envole après le mariage. Mais pour l'entretenir, il faudrait faire l'effort d'apprendre le langage de l'être aimé. Au cœur de l'existence de l'homme se trouve le désir de se sentir aimé et proche d'un autre être. Le mariage est conçu pour répondre à ce besoin d'intimité et de l'amour. C'est la raison pour laquelle les Écritures bibliques parlent du mari et de la femme. Cela signifie que les individus perdent leur identité, mais ils entrent dans la vie de l'un et de l'autre d'une manière profonde et intime. J'ai entendu en boucle les mots « Notre amour a disparu, notre relation est morte, nous étions très proches, mais ce n'est plus le cas. Désormais, nous n'apprécions plus de passer de temps ensemble. Nous ne répondons pas à nos besoins mutuels. » Les histoires de ces couples portent le témoignage que les adultes, tout comme les enfants, ont des réservoirs d'amour. Je suis convaincue que maintenir ce réservoir émotionnel plein est tout aussi important pour un mariage que de conserver le bon niveau d'huile pour une voiture. Faire tenir un mariage est un réservoir d'amour. Vide peut vous coûter bien plus que d'essayer de conduire votre voiture sans huile. Quelle que soit la qualité de votre mariage aujourd'hui, elle peut toujours s'améliorer. Attention! Comprendre les 5 langages de l'amour et apprendre le premier langage d'amour de votre partenaire peut s'effectuer radicalement, peut affecter radicalement son comportement. Les personnes se conduisent différemment lorsque leur réservoir d'amour est plein. Avant de détailler les 5 langages d'amour, il nous faut d'abord aborder un phénomène très important, mais déroutant. L'expérience enivrante d'un coup de foudre à son pic, le coup de foudre rend euphorique. Nous sommes émotionnellement obsédés l'un par l'autre. Nous nous endormons en pensant à l'autre. Lorsque nous nous réveillons, cet autre est la première chose de notre pensée qui nous vient à l'esprit. Nous nous languissons d'être ensemble. La personne amoureuse a l'illusion que l'objet de son affection est parfaite. Nous avons appris à croire que si nous sommes amoureux, cela dure toujours. Nous ressentons toujours ces sentiments merveilleux que nous éprouvons en ce moment. Rien ne pourra jamais se mettre entre nous. Rien ne dépassera jamais l'amour que nous vous portons. Cependant, nous finissons tous par redescendre notre petit nuage. Nous ouvrons les yeux et nous voyons les défauts de l'autre. Certains traits de sa personnalité se relèvent, irritantes même. Il est capable de nous blesser et de faire preuve de colère, voire même de prononcer des mots durs et d'émettre des critiques. Ces défauts qui paraissaient insignifiants lorsque nous étions amoureux prennent des proportions énormes. Bienvenue dans le monde réel du mariage, où il y a toujours des cheveux dans le lavabo, des éclaboussures de dentifrice sur le miroir,
où les disputes se concentrent sur la manière de placer le papier toilette, ou de relever ou non la lunette, dans cet univers, un regard peut blesser et une parole anéantir. Les amants peuvent devenir des ennemis et le mariage un champ de bataille. Qu'est-ce qui est arrivé au sentiment amoureux? Hélas, ce n'était qu'une illusion qui nous a incité à signer en bas d'un document officiel, pour le meilleur et pour le pire. Nous nous aimions-nous vraiment? Je le pense. Le problème réside dans une mauvaise information. L'euphorie du sentiment amoureux nous donne l'impression, l'illusion que nous avons une relation profonde. Nous avons le sentiment que nous appartenons l'un à l'autre. Nous sommes convaincus que nous pouvons triompher de tous les problèmes. Cela signifie qu'une fois liés par les liens du mariage, piégés par l'illusion d'être amoureux, nous n'avons plus que deux options. Être destinés à une vie de misère avec notre conjoint ou le quitter, ce navire, et recommencer à zéro. Non, il existe une alternative. Reconnaître le coup de foudre pour ce qu'il est, une expérience émotionnelle intense mais éphémère, et rechercher désormais l'amour véritable de votre conjoint. Pour être émotionnellement en bonne santé, notre besoin d'amour doit être satisfait. Les personnes mariées désirent ressentir affection et amour. Et la plupart de leurs partenaires, lorsque le réservoir affectif de votre conjoint est plein et qu'il se sent sécurisé par amour que vous lui portez, votre partenaire voit alors le monde sous un jour meilleur et il est prêt à relever le meilleur de lui-même. Alors, mes BF, on vient de lire la première partie qui portait sur le fait de rester amoureux en tant que mari. Alors, dans cette première partie, M. Gary Chapman nous fait comprendre ici la notion de coup de foudre. À travers la notion de coup de foudre, il nous fait comprendre que lorsque nous avons ce coup de foudre, nous ne connaissons pas la personne. Nous nous laissons submerger par ce sentiment en se disant que l'amour va être éternel. Nous ne prenons pas le temps de nourrir notre amour. Nous ne prenons pas le temps de comprendre l'autre. Nous ne prenons pas le temps d'observer l'autre. Nous nous engageons dans une relation sans toutefois prendre le temps d'analyser le côté émotionnel. Alors, mes BF, pour répondre à la première question, comment rester amoureux après le mariage? La réponse est simple, mes BF. C'est de connaître le langage d'amour de son conjoint. Car le livre nous fait comprendre ici que qui comprend le langage d'amour de son partenaire, celui-là va réussir son mariage. Alors il sera temps pour nous d'apprendre à connaître le langage d'amour de notre conjoint, de le mémoriser afin de réussir notre mariage. Sans plus tarder, nous allons décrire les 5 langages d'amour. Le chapitre suivant sera intitulé « Les paroles valorisantes ». Ça, c'est le premier langage d'amour que M. Gary Chapman nous propose, mes BF. Deuxième chapitre, nous allons commencer les langages d'amour. Premier langage d'amour, les paroles valorisantes. Alors nous allons d'abord lire le texte de M. Gary Chapman avant d'émettre un commentaire. Prononcer des paroles fortes et positives, c'est une manière d'exprimer son amour.
On dit à Salomon bien des sagesses anciennes, dont celle-ci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien des couples n'ont jamais compris à quel point il était important de se soutenir par des paroles douces. Salomon a également dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Je vais relire ça, mes BF, c'est très important. L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Les compliments ou les paroles valorisantes sont de puissants communicateurs d'amour. Mieux vaut les exprimer à l'aide d'affirmations valorisantes, simples et directes, telles que: tu es élégant dans ce costume. Comme tu es belle dans cette magnifique robe, waouh! Tu es sans aucun doute la meilleure cuisinière de pommes de terre au monde. Je les adore. J'apprécie vraiment que tu aies fait la vaisselle ce soir. J'apprécie vraiment que tu aies lavé les enfants ce soir. Bref, des paroles d'encouragement. Adresser des compliments n'est pas la seule manière d'affirmer votre soutien à votre conjoint. Les paroles d'encouragement constituent un autre dialecte. Le terme encourager signifie inspirer du courage. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous ne nous sentons pas à l'aise. Manque de courage, nous n'arrivons pas à réaliser les projets positifs qui nous enthousiasment. Votre conjoint entend de votre part vos encouragements pour s'épanouir, là où il tâtonne encore, se sent hésitant. Beaucoup d'entre nous n'exploiteront jamais la totalité du potentiel que nous possédons. Nous venons de le dire, ce qui nous retient souvent d'agir est un manque de courage. Un partenaire aimant peut vous fournir l'inspiration qui vous fait défaut. Cependant, prononcer naturellement des paroles d'encouragement vous sera peut-être difficile. Si ce langage d'amour n'est pas naturel pour vous, vous devrez fournir un gros effort, d'autant plus si vous avez l'habitude d'être critique et réprobateur. Mais je peux vous garantir que cela en vaut la peine. Des paroles aimantes. L'amour est doux. Si nous voulons communiquer de l'amour verbal, nous devons prononcer des paroles aimantes. Une même phrase peut avoir deux significations différentes selon la manière dont vous le prononcez. Dire « je t'aime » avec tendresse et douceur peut constituer une véritable déclaration d'amour. Mais si l'on dit « je t'aime » sur un ton interrogatif, le sens de ces mots change radicalement. Parfois, vos paroles disent une chose, mais votre ton en dit une autre. Vous envoyez ainsi des doubles messages. Votre conjoint interprétera généralement vos paroles à partir de votre ton et non des mots employés. La manière dont nous nous exprimons est extrêmement importante. Un vieux sage a dit un jour: une réponse douce, calme,
La fureur. Lorsque votre conjoint est furieux et s'enflamme, si vous choisissez d'être aimant, vous répondrez par une voix douce et non par une escalade de la colère. S'il ne comprend pas votre point de vue, vous pourrez lui expliquer calmement, chercher la compréhension et la réconciliation au lieu de prouver que votre avis est le seul valable. Voilà ce qu'est l'amour adulte. L'amour que nous devons rechercher si nous aspirons à un mariage épanouissant. L'amour ne compte pas les points. Il ne réveille pas les échecs passés. Personne n'est parfait. Dans le mariage, nous ne faisons pas toujours ce qui est bien ou ce qui est juste. Nous avons parfois blessé notre conjoint par nos paroles ou nos actes et nous ne pouvons pas changer le passé. En revanche, nous pouvons reconnaître nos erreurs et admettre que nous avions tort. Il est possible de demander pardon et de faire en sorte d'agir mieux à l'avenir. Si au contraire je cherche à faire justice et à punir mon conjoint ou à lui rendre l'appareil, je me fais juge et je le désigne criminel, l'intimité devient alors impossible. Mais si je choisis de pardonner, l'intimité peut être restaurée. Le pardon est le chemin de l'amour. Parole humble. L'amour invite, il n'exige pas. Si j'exige quelque chose de mon conjoint, je deviens le parent et lui l'enfant. Or, dans le mariage, nous sommes des conjoints adultes et égaux. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes des adultes et des partenaires. Si nous désirons développer une relation intime, nous avons besoin de connaître des désirs de l'autre. Si nous voulons nous aimer, nous avons besoin de savoir ce que l'autre veut. La manière dont nous exprimons ces désirs, en revanche, est de la plus grande importance. S'ils passent pour des exigences, nous effaçons alors toute possibilité d'intimité et nous éloignons notre conjoint. Au contraire, si nous faisons connaître nos besoins et nos désirs sous forme de requêtes, nous formulons alors une orientation au lieu d'imposer une obligation. La dialecte varie. Des paroles valorisantes sont un des 5 langages fondamentaux de l'amour. Au sein de ce langage, on trouve de nombreux dialectes. Nous en avons déjà mentionné quelques-uns, mais il en existe d'autres. Un nombre considérable de livres et d'articles ont été écrits à propos de ces dialectes. Ils préconisent tous l'usage des mots pour valoriser son conjoint. Lorsque vous assistez à une conférence sur l'amour, ou lorsque vous entendez un ami dire « eh bien » d'une autre personne, prenez des notes. Avec le temps, vous obtiendrez un bon échantillon de paroles dans lesquelles piocher pour communiquer de l'amour à votre conjoint. Vous pouvez aussi essayer les paroles valorisantes indirectes. Vous pouvez dire du bien de votre conjoint lorsqu'il est absent. Quelqu'un finira par lui rapporter vos propos et l'amour sera gagnant. Dites à la mère de votre partenaire à quel point vous trouvez ce dernier merveilleux. Lorsque sa mère lui répétera vos paroles, celles-ci seront peut-être amplifiées et cela sera d'autant plus valorisant.
Mettez également votre conjoint en avant devant les autres en sa présence. Lorsque vous recevez une distinction, n'oubliez pas de partager ce succès avec lui. Essayez-vous enfin de l'écrire des paroles positives. L'écrire a cet avantage, a un pouvoir d'être lu et relu. Alors mes BF, dans cette première partie, on voit l'impact que peut avoir les paroles valorisantes sur notre conjoint. Alors il est toujours intéressant d'avoir un réservoir de paroles valorisantes qui va permettre de stimuler la confiance de votre partenaire, qui va donner la force et le courage à votre partenaire. Voilà de ce qui est du premier langage d'amour qui porte sur les paroles valorisantes. Nous allons passer, BF, au deuxième langage d'amour. Mais déjà, est-ce que ce premier langage d'amour te parle? C'est l'un des piliers pour pouvoir maintenir le socle de ton amour. On passe au deuxième langage. Si le langage de l'amour de votre conjoint correspond donc aux paroles valorisantes, mes BF, rappelez-vous que les mots sont très importants. Écrivez-lui une lettre d'amour. Donnez-vous pour objectif de faire un compliment à votre conjoint chaque jour pendant un mois. Donc vraiment mes BF, essayez de prendre une résolution vraiment très importante si le langage d'amour de votre conjoint est donc les paroles valorisantes. C'est ce que je voulais partager avec vous. On passe au deuxième langage de l'amour qui est le moment de qualité. Nous allons commencer par lire et après nous allons commenter. Lorsque je m'assois dans le canapé avec ma femme et que je lui consacre toute mon attention pendant 20 minutes et qu'elle fait la même chose pour moi, nous nous donnons 20 minutes de vie. Nous ne pourrons jamais rattraper ces minutes. Nous sommes véritablement offerts nos vies un instant. C'est un moyen puissant de partager notre amour. Être ensemble. Au cœur des moments de qualité se trouve l'intimité. Je ne parle pas de proximité. Deux personnes assises dans la même pièce sont proches physiquement. Mais elles ne le sont pas forcément émotionnellement. L'intimité se caractérise par une grande attention. Lorsqu'un père est assis sur le sol et qu'il fait rouler un ballon vers son fils de 2 ans, son attention n'est pas portée sur le ballon, mais sur son enfant. Peu importe le temps que dure ce moment, ils sont ensemble. Si toutefois le père téléphone en même temps qu'il joue au ballon, son attention est réduite. De même, lorsqu'un mari et une femme jouent ensemble au tennis, dans le cas de véritables moments de qualité, leur attention ne sera pas centrée sur le jeu, mais sur le fait de partager cette activité ensemble. Le principal se situe au niveau émotionnel. Des dialogues de qualité, comme les paroles valorisantes, les moments de qualité possèdent aussi plusieurs variantes. L'une des plus répandues est le dialogue de qualité. Je l'imagine comme un dialogue bienveillant à travers duquel deux individus partagent leur expérience, leurs pensées, leurs sentiments et leurs désirs dans un contexte chaleureux et ininterrompu.
Il ne faut pas confondre les dialogues de qualité et les paroles valorisantes. Les seconds se concentrent sur ce que nous disons, les premiers sur ce que nous entendons. Si je partage mon amour avec toi à travers des moments de qualité et que nous passons ce temps à dialoguer, j'essaierai de t'aimer, à te confier et je t'encouragerai avec antipathie. Une relation amoureuse nécessite une écoute bienveillante dans le but de comprendre les pensées, les sentiments et les désirs de l'autre. Apprendre à écouter peut être aussi difficile que d'apprendre une langue étrangère. Mais cet apprentissage est nécessaire si nous voulons communiquer notre amour. Voici quelques conseils pour savoir comment écouter. Maintenez le contact visuel lorsque votre conjoint parle. Ne faites rien d'autre quand vous écoutez votre conjoint. Soyez attentif aux émotions. Observez le langage du corps. Interdisez-vous de l'interrompre. Apprendre à parler. Les dialogues de qualité nécessitent non seulement une écoute bienveillante, mais aussi de se dévoiler. Lorsqu'une épouse dit « J'aimerais que mon mari parle », je ne sais jamais ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, elle exprime un besoin d'intimité. Pour qu'elle se sente aimée, son mari doit apprendre à s'ouvrir à elle. Si les moments de qualité constituent son principal langage de l'amour, son réservoir émotionnel ne sera jamais plein tant que son conjoint ne lui confierait pas ses pensées et ses sentiments. Nous ne sommes pas tous en contact avec nos émotions, mais lorsqu'il s'agit de s'exprimer, nous sommes tous influencés par notre personnalité. J'ai identifié 2 grandes catégories de personnalités. J'ai nommé la première la mer morte. En Israël, la mer de Galilée s'écroule au sud par le fleuve Jourdain dans la mer morte. Cette mer ne va nulle part. Elle reçoit mais ne donne pas. Ce type de personnalité est confronté à de nombreuses expériences, émotions et pensées tout au long de la journée. Elle possède un grand réservoir dans lequel elle stocke l'information et elle est parfaitement satisfaite de ne pas en parler. À l'opposé se trouve la personnalité que j'appelle le ruisseau gazouillant, ce qui frappe l'œil ou l'oreille sortent par la bouche. Souvent, en moins de 60 secondes, ce type de personnalité parle de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il entend. Il arrive souvent qu'une mer morte épouse un ruisseau gazouillant. En effet, lorsqu'ils se rencontrent et commencent à se fréquenter, ces 2 personnalités s'accordent bien. Mais 5 ans après le mariage, le ruisseau gazouillant se réveille un matin et se dit « Voilà 5 ans que nous nous sommes mariés et je ne le connais pas vraiment. » De son côté, la mer morte pense « Je ne comprends pas trop bien. J'aimerais qu'il se calme et me laisse un peu tranquille. » La bonne nouvelle, c'est que la mer morte peut apprendre à parler et que le ruisseau gazouillant peut apprendre à écouter. Certes, notre personnalité nous influence, mais elle ne nous contrôle pas. Une bonne manière d'adopter de nouvelles attitudes est de partager chaque jour un moment privilégié. À tour de rôle, chacun parle de 3 choses qui lui sont arrivées ce jour-là et
de la réaction émotionnelle qu'elles ont suscitée. Je l'appelle le minimum quotidien requis pour un mariage sain. Si vous suivez une prescription, vous constaterez que d'ici quelques semaines ou quelques mois, les dialogues de qualité seront devenus plus naturels. Les activités de qualité. Les activités de qualité peuvent inclure tout ce qui intéresse au moins l'un d'entre vous. L'accent ne porte pas que sur ce que vous faites, mais sur la raison pour laquelle vous le faites. L'objectif est de partager un moment ensemble et d'en sortir en pensant « Il se soucie de moi, il était prêt à faire quelque chose que j'apprécie avec moi et qu'il l'a fait avec une attitude positive. » Voilà ce qu'est l'amour, et pour certaines personnes, il s'agit de sa forme la plus puissante. Une des conséquences indirectes des activités de qualité est qu'elles fournissent une banque de souvenirs dans laquelle on pourra piocher dans les années à venir. Qu'il en a de la chance, ce couple, qui se souvient d'une balade au petit matin, le long de la plage, des graines de fleurs semées dans le jardin, ou du jour où ils ont suivi la piste du lapin à travers les bois. Ces souvenirs d'amour sont particulièrement importants pour la personne qui considère les moments de qualité comme essentiels. Alors, mes BF, si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au moment de qualité, faites une promenade ensemble dans le quartier où l'un d'entre vous a grandi. Posez des questions à votre conjoint à propos de son enfance. Organisez un déjeuner avec votre conjoint. Demandez à votre conjoint une liste de 5 activités qu'il souhaiterait faire avec vous. Pensez à une activité que votre conjoint apprécie, mais qui vous est aussi agréable. Alors, mes BF, ça c'est le deuxième langage d'amour qui porte sur des moments de qualité. On voit déjà ici que le moment de qualité est très important. C'est vraiment le moment où l'attention est focalisée sur la personne. La personne ici a besoin de votre attention. La personne a besoin de se sentir aimée. La personne a besoin vraiment que vous lui donnez des moments magiques. Voilà pour ce deuxième langage de l'amour. Nous allons très vite passer au troisième langage de l'amour qui est celui des cadeaux. Le langage d'amour 3 est celui des cadeaux. Un cadeau est quelque chose que vous pouvez tenir dans votre main et dont vous pouvez dire « Regarde, il a pensé à moi » ou « Elle s'est souvenue de moi ». Pour lui faire un cadeau, vous devez penser à votre conjoint. Le cadeau en lui-même n'est pas que le symbole de cette pensée. Que cela coûte cher n'a pas d'importance. Ce qui compte est ce que vous ayez pensé à lui. D'ailleurs, le principal n'est pas tant que cette simple pensée que le fait de l'avoir concrétisée en vous procurant un cadeau et en lui offrant comme témoignage d'amour. Les cadeaux peuvent être de toute couleur et de toute forme. Certains coûtent cher tandis que d'autres sont gratuits. Pour la personne dont les cadeaux sont principal langage de l'amour, le prix n'aura guère d'importance, à moins qu'il n'ait rien à voir avec vos ressources. Si un millionnaire offre régulièrement des cadeaux à 1 euro, son conjoint peut se demander s'ils sont vraiment un témoignage de son amour. Mais lorsque les moyens d'une famille sont limités, un cadeau à 1 euro peut exprimer 1 million d'euros d'amour.
les cadeaux et l'argent. Si vous voulez passer maître dans l'art d'offrir des cadeaux, vous devriez peut-être changer votre rapport à l'argent. Nous avons tous une vision personnelle de la place de l'argent et nous y associons différentes émotions. Certains d'entre nous ont tendance à dépenser et ils se sentent bien dans cette façon. D'autres ont une perspective d'épargne et d'investissement dont ils en tirent de la fierté. Si vous êtes dépensier, vous n'aurez pas de difficulté à acheter des cadeaux pour votre conjoint. Mais si vous êtes économe, vous résisterez à l'idée de dépenser votre argent comme témoignage d'amour. Si vous découvrez que les cadeaux sont le principal langage de l'amour de votre conjoint, lui en offrir est alors le meilleur investissement que vous puissiez faire. Ainsi, vous investirez dans votre couple et vous remplirez le réservoir d'amour de votre partenaire. Avec un réservoir d'amour plein, il saura à son tour vous répondre dans un langage émotionnel que vous comprendrez. Le don de soi. Il existe un cadeau immatériel bien plus puissant que n'importe quel objet qui peut être tenu entre nos mains. Je l'appelle le don de soi ou le cadeau de présence. Être là quand votre conjoint a besoin de vous est un message fort pour celui dont les cadeaux constituent le principal langage de l'amour. Jeanne me dit un jour, « Mon mari, Daniel, aime le football plus que moi. » « Pourquoi dites-vous cela ?» demanderai-je. Un jour où notre bébé était né, il a joué au football. J'ai passé toute l'après-midi allongé dans le lit de l'hôpital alors qu'il tapait dans un ballon. Était-il présent lorsque le bébé est né? Oui, il est resté le temps que le bébé naisse, mais 10 minutes après, il est parti jouer au football. J'étais effondrée. C'était un moment tellement important dans ma vie. Je voulais vraiment que nous partagions ensemble. Je voulais qu'il soit là pour moi. Daniel m'a abandonné pour aller jouer au football. Le mari de Jeanne aurait bien pu lui envoyer une douzaine de roses, que cela n'aurait jamais remplacé la présence à ses côtés. À la maternité. Le bébé a maintenant 15 ans, mais Jeanne parle de sa naissance comme si elle datait d'hier. Je continuais donc mes questions. Vous avez donc pensé que Daniel aimait le football plus que vous sur cette unique expérience? Oh non, le jour de l'enterrement de ma mère, il est aussi allé jouer au football. Est-il allé à l'enterrement? Oui, il est venu aux obsèques, mais dès que ça a été fini, il est parti jouer. Je n'arrive pas à y croire. Mes frères et sœurs sont rentrés à la maison avec moi, mais mon mari jouait au football. Plus tard, j'ai questionné Daniel sur ces deux événements. Il savait exactement de quoi je parlais. Je savais qu'elle aborderait le sujet, dit-il. J'ai été présent pendant toute la durée du travail à la maternité. Et lorsque le bébé est né, j'ai même pris des photos. J'étais si heureux. J'étais impatient de l'annoncer à l'équipe, mais je suis redescendu de mon petit nuage quand je suis revenu à l'hôpital ce soir-là. Elle était furieuse contre moi. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait. Au contraire, je pensais qu'elle serait fière de moi d'avoir partagé cette grande nouvelle avec mon équipe. Et lorsque sa mère est morte, elle ne vous a probablement pas dit que j'avais posé une semaine de congé avant son décès et passé tout ce temps à l'hôpital et à la maison de sa mère pour faire des réparations. Après sa mort et l'enterrement, j'avais l'impression d'avoir accompli tout ce qui était à mon pouvoir. J'avais besoin d'un moment de répit. J'aime jouer au foot et si je savais que ça m'aiderait à souffler et à me libérer de mes tensions. Je pensais qu'elle serait contente que je prenne un peu de repos. J'avais fait tout ce que j'imaginais être important à ses yeux, mais ce n'était pas assez. Elle n'a même jamais laissé oublier ces 2 jours.
Elle dit que j'aime le foot plus qu'elle. C'est ridicule. Daniel est un mari sincère qui n'avait pas conscience du pouvoir incroyable du don de soi. Pour sa femme, sa présence à ses côtés était plus importante que tout le reste. Une présence physique en cas de crise est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre conjoint, si les cadeaux sont son principal langage d'amour. Si la présence physique de votre conjoint est importante pour vous, je vous conseille vivement de lui en parler. N'attendez pas qu'il lise dans vos pensées. De même, si votre partenaire vous dit « J'ai vraiment besoin que tu sois avec moi ce soir, demain cet après-midi », prenez cette demande au sérieux. Presque toute la littérature sur l'amour indique qu'au cœur de l'amour se trouve l'esprit de don. Les 5 langages amoureux nous invitent à ce don envers notre conjoint. Mais recevoir des cadeaux symboliques visibles de l'amour touche certains d'entre nous plus particulièrement. Si le langage d'amour de votre conjoint correspond au cadeau, imaginez une ribambelle de cadeaux comme par exemple le matin, laissez à votre conjoint une boîte de bonbons, l'après-midi, faites-lui livrer des fleurs, le soir, offrez-lui une belle chemise. Fabriquez un cadeau pour votre conjoint. Offrez un cadeau à votre conjoint tous les jours pendant une semaine. Voilà mes BF, ce que je voulais partager avec vous. Nous allons passer au 4e langage d'amour. Langage d'amour 4, le service rendu. Jésus-Christ a offert une illustration simple mais profonde du témoignage d'amour par un service rendu à l'avant des pieds de ses disciples. Dans une culture où les hommes portaient des sandales et marchaient dans les rues poussiéreuses, il était de coutume qu'un serviteur de la maison lave les pieds des invités à leur arrivée. Jésus, qui avait enseigné à ses disciples à s'aimer les uns les autres, lui a montré comment exprimer cet amour en prenant une bassine et une serviette et en lui lavant les pieds. Après ce témoignage simple d'amour, il a encouragé ses disciples à suivre son exemple. Quelque temps avant, Jésus-Christ avait annoncé qu'en son royaume, les grands seraient serviteurs. Dans la plupart des sociétés, les plus puissants dominent les plus faibles. Mais pour Jésus, c'est l'inverse. Et les grands doivent se mettre au service des autres. L'apôtre Paul a résumé cette philosophie en ces termes. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Païen ou aimant, je me suis occupé de lui pendant 20 ans. J'ai été aux petits soins avec lui, il m'a traité comme un paillasson et il m'a ignoré, maltraité et humilié. Devant ses amis et sa famille, je ne le hais pas, je ne lui souhaite aucun mal, mais je n'en veux plus et je ne veux plus vivre avec lui. Pendant 20 ans, cette épouse a accompli des services rendus, mais n'ont pas été un témoignage d'amour. Il était guidé par de la peur, la culpabilité et le ressentiment. Un paillasson est un objet inanimé. Vous pouvez vous essuyer les pieds dessus, marcher dessus comme lui donner un coup de pied ou lui en faire ce que vous voulez. Il n'a pas la volonté propre. Il peut être votre serviteur, mais pas votre amant. Lorsque nous traitons nos conjoints comme des objets, nous écartons la possibilité de s'aimer. Faire culpabiliser. Si tu étais une bonne épouse, tu ferais cela pour moi. N'est pas un langage de l'amour. Contraindre par la peur, faire ça ou tu vas le regretter, est aussi étranger à l'amour. Personne ne devrait être traité comme un paillasson. Dépasser les stéréotypes. Apprendre le langage des services rendus exige un certain d'entre nous reviennent sur leur vision des rôles de mari et de femme. Marc a fait ce que la plupart d'entre nous faisons naturellement. Il a suivi le modèle de ses parents, mais il ne l'a pas reproduit à l'identique.
Son père avait l'habitude de laver la voiture et tondre la pelouse. Marc, non mais, c'est l'idée qu'il se faisait du rôle du mari. Il ne s'imaginait absolument pas passant l'aspirateur ou changer de la couche du bébé. Il faut dire en sa faveur qu'il a accepté de se libérer de ce stéréotype quand il a compris à quel point c'était important pour Marie. Nous devons tous être capables de flexibilité au cas où le principal langage d'amour de notre conjoint nous réclame quelque chose qui est à nos yeux semblable inapproprié. En raison des changements psychologiques des 30 dernières années, il n'existe plus de stéréotypes communs définissant la place de l'homme et de la femme dans les sociétés occidentales. Cela ne signifie pas que les stéréotypes ont tous disparu. Au contraire, ils sont plus nombreux. En revanche, avec l'omniprésence de la télévision et la manipulation des familles monoparentales, les modèles sont souvent influencés par des éléments extérieurs au foyer. Quelle que soit l'idée que vous vous faites de votre rôle de mari ou de femme, il est fort probable que votre conjoint le conçoive différemment. Si l'on veut mieux exprimer l'amour, il faut avoir la volonté d'analyser et de changer nos stéréotypes. Une épouse m'a dit récemment, Monsieur Chapman, je vais recommander à tous mes amis de suivre votre séminaire. Pourquoi cela? Parce que ce séminaire a transformé notre mariage. Avant, Robert ne m'aidait jamais à faire quoi que ce soit. Nous avons tous les deux commencé à travailler après l'université. Mais je devais toujours tout faire à la maison. J'avais l'impression qu'il ne venait jamais à l'esprit de m'aider. Il rentrait du séminaire et il commençait à me demander « Comment puis-je t'aider ce soir ?» C'était inespéré. Au début, j'avais même du mal à y croire. Mais cela dure depuis maintenant 3 ans. Je dois admettre qu'il y a eu des moments éprouvants et assez drôles. Les premières semaines, car il ne savait rien faire. La première fois qu'il a fait la lessive, il a utilisé de la javel pure au lieu de la lessive habituelle. Nos serviettes de toilette bleues sont ressorties des points blancs. Mais il m'aimait dans son langage et mon réservoir se remplissait. Croyez-moi, j'ai appris son langage de l'amour et je maintiens son réservoir plein. Est-ce aussi simple? Simple? Oui, facile. Non, Robert a dû travailler dur pour se libérer du stéréotype dans lequel il avait vécu pendant 35 ans. Cela lui a demandé beaucoup d'efforts, mais il vous conseillera à son tour d'apprendre le principal langage de l'amour de votre conjoint et de choisir de parler car cela améliore nettement le climat émotionnel du mariage. Alors mes BF, si le langage de votre conjoint correspond au service rendu, dressez la liste des demandes que vous exprime votre conjoint au cours des dernières semaines. Sélectionnez l'une d'entre elles chaque semaine et répondez comme preuve d'amour. Écrivez à votre conjoint un petit mot doux en accompagnant d'un service rendu 2 fois par semaine pendant 1 mois. Demandez à vos enfants de vous aider à lui rendre des services. Voilà mes BF pour ce qui est du 4e langage, le service rendu. Je crois que c'est assez facile ici. Nous allons sans plus tarder passer au dernier langage d'amour qui est le toucher physique. Le 5e et le dernier langage, mes BF, c'est le toucher physique. Le toucher physique est aussi un moyen puissant pour communiquer son amour. Se tenir la main, s'embrasser, s'étreindre, faire l'amour. Pour certains individus, le toucher physique est le principal langage émotionnel. Sans lui, ils se sentent mal aimés. Avec leur réservoir d'amour est rempli et ils se sentent en sécurité dans l'amour de leur conjoint. Le toucher physique peut faire ou défaire une relation. Il peut communiquer de la haine ou de l'amour. Pour la personne dont le principal langage d'amour est le toucher physique.
Un geste serait bien plus fort que les mots. Je te hais ou je t'aime. Une gifle est préjudiciable à tout enfant, mais elle bouleversera aussi plus celui dont le premier langage émotionnel est le toucher. Prendre tendrement un enfant dans ses bras est un geste d'amour, mais cela sera bien plus puissant pour celui qui est sensible au toucher. Il en va de même pour les adultes. Dans un couple, le toucher amoureux s'exprime par plusieurs formes. Comme les capteurs sensoriels sont situés sur l'ensemble du corps, quasiment tout geste amoureux peut être une expression d'amour. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les gestes sont égaux, et certains apporteront plus de plaisir que d'autres. Votre meilleur professeur demeure bien sûr votre partenaire. Après tout, il est celui que vous cherchez à combler, et il est le seul à pouvoir vous indiquer ce qui lui plaît. Veillez à ne pas lui imposer votre rythme et vos caresses préférées. Apprenez à parler son dialecte de l'amour. Ne faites pas l'erreur de croire que les gestes qui vous plaisent lui apporteront généralement du plaisir. Les gestes amoureux peuvent être explicites et exigent une attention totale, comme par exemple un massage du dos ou des préliminaires, se concluront par l'acte sexuel. Ils peuvent également être implicites, bref, comme quand vous posez votre main sur son épaule, lorsque vous lui versez une tasse de café ou que vous lui frôlez, lorsque vous passez dans la cuisine. Les gestes explicites de l'amour demandent évidemment plus de temps, non seulement pour les gestes eux-mêmes, mais pour mieux comprendre comment exprimer cet amour envers votre conjoint. Si votre partenaire apprécie particulièrement les massages du dos, alors consacrez-lui le temps, l'argent et l'énergie nécessaires pour devenir un bon masseur. Si les rapports sexuels sont le principal dialecte de votre conjoint, documentez-vous sur l'art de faire l'amour. Les gestes implicites de l'amour prennent peu de temps, mais demandent plus de réflexion, particulièrement si le toucher physique n'est pas votre principal langage émotionnel et si vous avez grandi dans une famille ne favorisant pas les contacts physiques. Par exemple, se rapprocher l'un de l'autre dans le canapé, lorsque vous regardez votre programme de télé, favorise, ne prend pas plus de temps, mais peut être une puissante expression de l'amour. Toucher votre conjoint lorsque vous traversez la pièce où il est assis ne prend qu'un moment. De même, votre partenaire peut être très sensible à un bref baiser ou à une courte étreinte. Quand vous partez au travail et quand vous rentrez à la maison, le corps est là pour être touché. Tout ce qui ne me constitue se trouve dans mon corps. Toucher mon corps, c'est me toucher moi. S'éloigner de mon corps, c'est mettre de la distance émotionnelle avec moi. Dans notre société, une poignée de main est un moyen de communiquer l'ouverture et la proximité sociale. Lorsque, en de rares occasions, un homme refuse de serrer la main à un autre, cela indique que quelque chose ne va pas entre eux. Crise et toucher physique. Presque instinctivement, nous nous étreignons en cas de crise. Pourquoi cela? Parce que le toucher physique est un puissant communicateur d'amour. En période de crise, nous avons besoin plus que de tout de nous sentir aimés. Nous ne pouvons pas toujours changer les événements, mais nous sentons aimés. Nous pouvons y survivre. Tous les mariages traversent des crises. La mort des parents est inévitable. Les accidents de la route sont responsables des handicaps et des décès tous les ans. La maladie peut toucher n'importe qui et les déceptions font partie de la vie. En cas de crise, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre conjoint est de l'aimer.
Si le principal langage de l'amour de votre moitié est le toucher physique, rien n'est plus important que de le tenir dans vos bras lorsqu'il pleure. Vos mots n'auront aucun impact, mais vos gestes indiqueront que vous vous sentez concerné. Les crises sont un contexte très particulier dans lequel manifester votre affection. On se rappellera vos tendres attentions bien après que la crise soit passée. Mais votre partenaire ne vous pardonnera peut-être jamais d'avoir été incapable de le tenir dans vos bras. Alors mes BF, si le langage d'amour de votre conjoint correspond au toucher physique, voici ce qu'il faut faire. Lorsque vous allez faire des courses, prenez la main de votre conjoint. Quand votre conjoint arrive à la maison, allez l'accueillir et serrez-le fort dans vos bras. Initiez l'activité sexuelle en offrant à votre conjoint un massage de pied. Voilà mes BF pour ce qui est des 5 langages d'amour que je viens de vous décrire. Nous allons donc conclure avec le 7e chapitre ici, qui va vous permettre de découvrir l'amour qui dure. On passe à la conclusion. Alors, le 7e chapitre, c'est découvrir l'amour qui dure. Alors, mes BF, découvrir le principal langage de l'amour de votre conjoint est essentiel si vous voulez garder son réservoir émotionnel bien plein. Mais d'abord, nous devons nous assurer que vous connaissez votre propre langage de l'amour. Après avoir entendu parler des 5 langages d'amour qui sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique, certains sauront instantanément déterminer le leur et celui de leur conjoint. Pour d'autres, cela ne sera pas aussi aisé. Quel langage émotionnel parlez-vous? Qu'est-ce qui vous fait ressentir le plus l'amour de votre partenaire? Que désirez-vous par-dessus tout? Voici 3 conseils pour découvrir votre propre langage d'amour. Qu'est-ce que votre conjoint fait ou néglige de faire et qui vous affecte profondément? Le contraire de ce qui vous blesse le plus définit votre langage d'amour. Qu'avez-vous demandé le plus souvent à votre conjoint? C'est probablement ce qui vous fera vous sentir mieux aimé. Comment avez-vous l'habitude d'exprimer votre amour? C'est sans doute ainsi que vous aimeriez que votre partenaire s'adresse à vous. L'amour est un choix. Comment pouvons-nous parler le langage de l'amour de l'autre alors que nous sommes blessés et en colère et que nous nous reprochons les échecs passés? La réponse à cette question se trouve dans la nature profonde de votre humanité. Nous avons la capacité de faire nos propres choix. Toutefois, cela implique que nous puissions aussi faire de mauvais choix, ce qui est arrivé à tous un jour ou l'autre. Nous avons critiqué et blessé par nos paroles ou nos actes. Nous ne sommes pas fiers de ces mauvaises actions, bien qu'elles aient pu sembler justifiées sur le moment. Mais ce qui n'est pas parce que nous avons fait de mauvais choix dans le passé que nous allons recommencer. Bien au contraire, nous pouvons dire à notre conjoint, je suis désolé, je sais que j'étais blessé, mais je ne voulais pas que notre avenir soit différent. J'aimerais t'exprimer mon amour dans ton langage émotionnel et répondre à tes besoins. J'ai vu des mariages au bord du divorce être sauvés quand les couples ont fait le choix de s'aimer. L'amour n'efface pas le passé, mais il permet d'envisager l'avenir sous un jour différent. Lorsque nous choisissons d'exprimer notre amour dans le principal langage émotionnel de notre conjoint, nous créons un climat favorable à la résolution de nos conflits et de nos échecs passés. Répondre aux besoins de ma femme par amour est un choix que je fais chaque jour. Si je connais le principal langage d'amour et que je choisis de parler, son besoin émotionnel le plus profond sera comblé et elle se sentira en sécurité dans mon amour. Si elle fait la même chose pour moi, mes besoins émotionnels seront satisfaits et nous vivrons tous deux avec un réservoir plein grâce à cette équipe émotionnelle. Nous consacrerons nos énergies
et nos projets enrichissants à côté de notre mariage, tandis que nous continuerons à faire s'épanouir notre couple. Chaque jour, nous nous obligeons à faire des choses que nous ne sommes pas naturelles, comme par exemple sortir du lit le matin. Nous allons contre notre nature et nous nous levons. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que cela en vaut la peine. Et généralement, avant la fin de la journée, nous sommes contents de nous être levés. Nos actions sont passées avant nos émotions. Il en va de même pour l'amour. Nous découvrons le principal langage émotionnel de notre partenaire et nous choisissons de le parler. Qu'il nous corresponde ou pas, ce n'est pas l'exaltation des sentiments que nous cherchons, mais seulement à agir dans l'intérêt de notre moitié. Nous voulons répondre à ses besoins émotionnels et nous faisons l'effort de parler son langage. Ainsi, son réservoir d'amour se remplit et il est probable qu'il nous rendra l'appareil en vous parlant dans votre langage. C'est alors que nos émotions reviennent et que notre réservoir d'amour commence à se remplir. L'amour est un choix et chacun peut le faire aujourd'hui. L'amour fait la différence. L'amour n'est pas notre seul besoin fondamental. Les psychologues en ont découvert d'autres, parmi lesquels le besoin de sécurité, d'estime de soi et de reconnaissance. L'amour, toutefois, est relié à tous ces besoins. Si je me sens aimé par mon conjoint, je peux me détendre, sachant qu'il ne me fera pas de mal. Je me sens en sécurité en sa présence. Je peux alors faire face aux doutes qu'il m'assaille dans mon activité professionnelle, par exemple. Je peux être des adversaires dans d'autres domaines de ma vie, mais avec mon conjoint, je me sens bien. L'amour de mon conjoint nourrit mon estime de soi. Après tout, s'il m'aime, c'est qu'il doit être digne d'être aimé. Je peux être, à cause de mes parents, une image de moi négative ou mitigée. Mais mon partenaire connaît l'adulte que je suis et m'aime. Son amour contribue au renforcement de l'estime de soi. Besoin de reconnaissance est la force émotionnelle qui se cache derrière la plupart de nos comportements. Le désir de réussir gouverne nos vies. Nous voulons laisser une marque. Chacun d'entre nous se fait sa propre idée de la réussite et nous travaillons dur pour atteindre nos objectifs. Se sentir aimé par son conjoint comble notre besoin de reconnaissance. Nous pensons, si quelqu'un m'aime, c'est que je dois avoir de la valeur. Au contraire, si nous ne nous sentons pas aimés par notre partenaire, nos différences sont exacerbées. Chacun voit l'autre comme une menace à son bonheur. Nous nous battons pour gagner l'estime de soi et de reconnaissance. Dès lors, le mariage devient un champ de bataille plutôt qu'un arbre de paix. L'amour ne résout pas tous les problèmes, mais il crée un climat de sécurité dans lequel chercher la réponse à ce qui nous préoccupe. Dans ce contexte, un couple peut discuter de ses différences de toute liberté et les conflits peuvent être résolus. Deux personnes différentes peuvent apprendre à vivre ensemble en harmonie. Nous apprenons à révéler le meilleur de l'autre. Voilà les bienfaits de l'amour. L'amour peut-il renaître dans un mariage? Naturellement. Le secret est d'apprendre le principal langage, l'amour de votre conjoint et de décider de le parler. Voilà mes BF, ainsi s'achève notre lecture sur les 5 langages de l'amour de M. Gary Chapman. Je vous invite, mes BF, vraiment à vous procurer ce magnifique ouvrage qui va vraiment vous donner le secret pour un couple qui dure. À travers cet ouvrage ici, ça vous permet déjà de connaître votre propre langage d'amour personnel et surtout de connaître celui de votre conjoint. L'amour, ne l'oubliez pas, est la plus belle chose qui puisse arriver sur cette terre. Sur ce, mes BF, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sachez surtout, mes BF, que la vie reste amour. Au revoir.